Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon process pour trouver des missions en freelance, donc des missions en régie payées au temps passé et avec un chiffre d'affaires mensuel hors taxe supérieur à 7000 euros. Sachez que si vous êtes développeur en DevOps, data, cloud, sécu, web, vous êtes vraiment bien placé pour trouver une mission. Donc écoutez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer tout le process et pourquoi chaque pilier est important pour trouver une mission. Ok, avant de commencer, je vais peut-être commencer par ça. Pour mettre en place les preuves, voilà, parce que c'est comme ça qu'il faut faire sur le web. Là, vous avez mon compte, j'actualise. Vous voyez les factures que j'ai reçues depuis novembre. Donc avant, j'avais un autre compte bancaire pro. Donc vous voyez bien que c'est Hellozen et Nickel, voilà. Et sur mon Airtable où je fais ma compta, vous voyez que actuellement, je suis à 110 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, bon, je fais ça comme ça au moins, tout est clair. Donc, pour commencer, il faut faire le point. Donc faire le point, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre ce que vous savez faire et à quel marché ça correspond ce que vous savez faire. Et ensuite, à quel point vous connaissez ces marchés. Exemple, vous êtes développeur full stack, très bien. Donc ça veut dire que vous pouvez à la fois aller sur le marché du développement full stack, du dev front et du dev back. Ok? La question c'est lequel de ces marchés vous connaissez le mieux et ce qu'on va voir juste après, c'est lequel de ces marchés est le plus porteur et le plus intéressant pour vous pour devenir freelance. Donc ça c'est le travail à faire déjà au début, c'est comprendre quel marché on peut aller attaquer, très important. Une fois que c'est fait, vous allez commencer la partie hyper importante que personne ne fait, alors que pourtant ça vous donne un avantage monstrueux sur la concurrence, c'est analyser le marché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer le max d'infos possible sur votre marché. Ça peut être, comme on va le voir, les technos, les compétences demandées, le volume de demande, le niveau des concurrents. Et en fait, en faisant ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éliminer ou au moins réduire au maximum l'incertitude. Vous allez vraiment savoir dans quoi vous vous lancez. Vous allez pouvoir avoir des attentes qui sont très claires par rapport à ce que le marché attend et votre niveau par rapport à ce que le marché recherche, hyper important. Et en plus de ça, vous allez avoir des arguments pour négocier en entretien, parce que si vous savez le TJM, donc le taux journalier moyen, que vous connaissez le niveau des concurrents et le niveau de la demande, vous allez avoir beaucoup de clés pour négocier face à votre prospect, votre client. Donc pour ça, moi j'ai deux principaux leviers, c'est data publique et personne sur le terrain. Grâce à ces deux leviers, j'arrive à récupérer beaucoup d'infos et à avoir un avantage que je qualifie d'injuste par rapport aux concurrents. Donc si on fait le point, ce que moi je vous conseille de récupérer et qui à mon avis a le plus d'impact, c'est ce qu'il y a ici. Donc techno et compétences demandées, recherchées. Ça en gros ça vous permettra de déjà savoir sur quoi travailler. Si vous avez déjà une techno de référence ou est-ce que vous devez travailler sur une autre techno qui est plus demandée, qui a plus de potentiel que celle que vous faites. Après, le volume de la demande, plutôt la tendance. Ça vous servira à, si vous avez différents marchés ciblables, imaginons on reprend l'exemple du développeur full stack, il peut aller sur le back et le front, il peut analyser les différents marchés et voir lequel a une tendance qui est potentiellement montante ou lequel a un volume de mission qui est bien supérieur à l'autre. Ensuite, et c'est le point qui va avec, c'est comprendre l'équilibre entre la demande et l'offre. Parce que s'il y a un marché qui a un très gros volume, il faut aussi savoir si l'offre en face elle a un volume équivalent, plus faible, plus haut. Ça vous servira pour savoir à quel point c'est équilibré et à quel point ça va être compliqué de se démarquer de la concurrence. Ensuite, point hyper important, le niveau des concurrents. Ça, c'est là que ça va se jouer. Si vous savez ça, vous avez fini le jeu. Parce que quand vous comprenez les points faibles de vos concurrents, vous savez sur quoi travailler pour vous différencier. Et c'est comme ça que vous allez faire la différence dans votre positionnement et plus loin en entretien. Ensuite, des trucs assez évidents comme le TJM, donc le tarif journalier, l'expérience demandée, localisation, etc. Point important aussi, trouver les ESN qui bossent sur cette niche. Alors une ESN, j'ai prévu quand même un petit point dessus pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour ceux qui connaissent pour avoir une petite piqûre de rappel. Alors une ESN, c'est une entreprise de service du numérique. En gros, c'est un intermédiaire entre vos clients et vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans intermédiaire, donc sans ESN, votre process ressemblera sûrement à ça. Donc vous êtes un freelance sur une techno, vous allez vouloir trouver des clients et en allant envoyer des messages à des clients potentiels, vous allez souvent avoir des stops assez similaires, du style « j'ai pas de besoin actuellement, je bosse pas avec tel techno » ou encore « je bosse pas avec les freelances ». Ce qui peut arriver, pour des raisons administratives ou autres. C'est normal, c'est comme ça que ça marche dans le direct, si vous passez sans intermédiaire. Ce que je vous conseille, moi, quand vous êtes junior, c'est de passer quand même, ou même pas forcément junior, ceux qui veulent trouver une mission rapidement sans se prendre la tête, passer par une ESN. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, si je vous montre le schéma, que on bénéficie d'un effet de réseau qui est énorme. Le point à comprendre, c'est que non seulement une ESN est connectée à plein de clients potentiels, donc contacter une ESN revient à contacter en fait potentiellement 10 clients d'un coup, mais en plus de ça, les clients, par définition, quand ils vont contacter une ESN pour un besoin, c'est souvent un besoin qui est urgent, et en plus souvent sur votre techno. Parce que si l'ESN vous contacte, ou que ça va plus loin avec elle dans le process, c'est que elle a des clients qui ont un besoin urgent sur votre techno.
Ça veut dire que vous êtes en position de force énormément par rapport à la situation d'avant. Parce que là, vous allez voir des gens qui vous ont rien demandé et essayer de leur vendre votre prestation. Alors que là, c'est des gens qui ont besoin de quelqu'un, qui vont aller voir une ESN et leur demander de trouver un profil. Donc vous, quand vous allez aller voir ces ESN, vous allez être en relation avec des clients qui non seulement ont besoin de vous, mais en plus en grand nombre. Ce que vous allez devoir payer pour avoir accès à ce luxe d'avoir accès à tous ces clients, c'est une commission. La commission, elle varie entre 5 et 20% en général de votre TGM, et c'est 100 € en général aussi quand vous avez un TGM assez élevé pour avoir quelque chose de fixe et pas exploser la commission, quoi. Ça, c'est une information que j'ai eue en discutant avec beaucoup de recruteurs. A priori, c'est les valeurs du métier, les valeurs du marché, pardon, actuellement. Ok, donc une fois qu'on a compris ça, comment analyser le marché, mettre en place des process pour acquérir de la data et après faire des statistiques, on passe à la partie positionnement. Là aussi, c'est extrêmement sous-coté alors qu'en fait, l'impact, il est énorme. Le positionnement, pour moi, c'est vraiment central parce que si vous avez un bon positionnement, vous avez une mission. C'est mécanique. Exemple très con que je peux vous sortir pour comprendre ça. Une Ferrari, vous la mettez sur le bon coin à 50 000 €, vous allez recevoir des appels d'acheteurs dans la seconde qui suit. C'est évident, même ceux qui ne suivent pas les voitures comprennent pourquoi. En fait, le but, c'est d'être positionné comme une Ferrari sur le marché. Ça ne veut pas dire de se vendre à 100 € quand on en vaut 400, ça veut juste dire donner aux gens ce qu'ils veulent. Les gens, ils veulent une voiture, une belle voiture de sport qui va vite. Voilà, vous avez compris l'idée, pourquoi une Ferrari, c'est demandé. Ben, c'est pareil pour le freelancing. Il y a des critères qui font que les profils sont demandés, qui sont recherchés. Ces critères, on les obtient ici, dans la section juste avant. Une fois que vous les avez compris, il faut jouer avec ça et s'en rapprocher le plus possible pour que votre positionnement soit inratable. Il faut absolument que les recruteurs, quand ils vous voient, ils se disent « il faut absolument que je l'appelle ». Il faut qu'ils se sentent compte de pas vous appeler. Comment on fait ? Déjà, il faut que vous ayez des supports de positionnement qui soient nickel. Donc les supports, c'est quoi ? C'est le profil LinkedIn et le CV. Surtout le CV en général. C'est là que vous allez pouvoir mettre en place votre positionnement, le montrer aux recruteurs. Alors le positionnement, qu'est-ce que c'est ? Principalement, ça va être une typologie de mission traitée. Par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ça va être développement front-end. Une expertise proposée, ça peut être par exemple du TypeScript ou un framework particulier. Un TGM associé, évidemment. Un facteur différenciant, c'est mieux, encore plus quand vous êtes débutant. Et des contraintes diverses par rapport aux missions que vous pouvez prendre. Donc ça, ces éléments-là, quand vous les avez compris, il faut vraiment jouer avec ça au maximum. Vous n'allez pas forcément trouver tout de suite un bon positionnement, ça va être un processus itératif, c'est normal, mais au moins vous allez sûrement avoir un bon départ si vous commencez par partir de ça, donc ce que vous allez récupérer en analysant le marché, et après en faisant un CV ou un profil qui va retranscrire tout ça. Ok, une fois que c'est fait, vous passez à l'étape de prospection, qui est la partie qui fait un peu peur en général, alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, c'est même en fait très robotique, très processisé. En fait, la prospection, quand on est développeur en régie, ça va être en fait obtenir un entretien. Ça va être comment faire pour avoir le premier appel. Pour ça, vous avez deux grandes approches. Vous avez l'inbound et l'outbound. Donc l'inbound, ça va être tout ce qui est méthodes qui vont amener les clients à vous. C'est eux qui vont vous contacter et pas l'inverse. Donc ça, c'est plutôt passif. C'est pas ce que je recommanderais pour ceux qui veulent avoir des résultats vite ou qui veulent du contrôle, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez par exemple les banques de CV, votre contenu LinkedIn qui peut attirer des prospects, votre réseau, bon souvent au début il n'est pas très développé, et les plateformes de mise en relation. L'inconvénient c'est que donc c'est passif et en termes de levier vous avez uniquement le positionnement et la crédibilité. Ce qui peut suffire, hein, si vous avez un très bon CV, une banque de CV, vous allez vous faire harceler, hein. Ça peut arriver aussi, mais vous aurez moins de contrôle. L'outbound du coup c'est l'inverse, c'est vous qui allez chercher des clients, et là du coup il y a plusieurs vecteurs aussi différents et plusieurs leviers. Vous avez le setting DM qui est le fait de prendre des rendez-vous par message privé, sur LinkedIn principalement, les candidatures aux offres et le cold email qui est de la prospection par email. Donc là, vous avez beaucoup plus de contrôle. Les leviers sont les mêmes qu'avant, vous avez le positionnement, crédibilité, mais là, on va rajouter le script et la façon dont vous approchez les gens, comment vous leur envoyez, quel message vous leur envoyez concrètement, et surtout le volume et les relances. Là, c'est là que tout va se jouer parce qu'en fait, contrairement aux banques de CV, aux réseaux, aux plateformes, où vous n'avez pas trop la main, là, si vous voulez, vous pouvez envoyer 1, 10, 100, 500 messages par jour si vous êtes fou sur LinkedIn. Rien ne vous en empêche. Et c'est comme ça que vous faites pour avoir des résultats contrôlables, prédictibles. Donc c'est ce que je conseillerais à des gens qui débutent. Et c'est comme ça que moi j'ai fait. D'ailleurs, pour référence, moi quand j'ai débuté, j'ai fait principalement ça, cold email, un peu de candidature et banque de CV. Et ça m'a suffi largement à trouver des missions même quand j'étais très débutant, quoi. Donc vraiment, ne pensez pas qu'il faut tout faire.
un canal suffit largement. Le cold email, c'est ce qui rapporte le plus de résultats de façon la plus contrôlée possible. Donc faites ça absolument et agrémentez avec candidature, banque de CV ou le reste au fur et à mesure. Hop. Pour la partie recrutement. Donc recrutement, là ce qui est important, donc je ne vais pas tout expliquer dans une vidéo, je le ferai dans une vidéo qui va arriver prochainement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un process clair dans le recrutement pour les missions dans les ESN. En fait, comme les clients finaux sont souvent des grands comptes, les process sont très carrés. C'est un avantage pour nous parce que quand on comprend comment est construit le process, on sait à quelle étape on peut intervenir, actionner un levier et augmenter nos chances de réussite. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre pour avoir une vue très macro, c'est que vous avez l'entretien de type fit et entretien technique. Donc, en gros, vous allez avoir un levier à la fois issu de votre script, donc la façon dont vous vous présentez, et aussi des leviers de type entraînement. Donc, comment vous entraînez pour la partie technique, l'entraînement oral aussi, donc comment vous vous exprimez à l'oral, comment vous récitez votre script. Et après, tout ce qui est plutôt du non-verbal et plutôt de la partie vente business, c'est posture, négociation. Donc, comment vous interagissez avec le client pendant l'appel, comment vous allez réussir à négocier votre offre et les conditions de votre mission. C'est des aspects qui sont un peu annexes, mais qui sont aussi hyper importants. Et enfin, pour finir, vous avez la partie qui est très négligée, mais hyper importante, c'est l'après. Une fois que vous avez la mission, qu'est-ce qu'on fait? Parce que avoir une mission, c'est bien, mais le but, c'est qu'à chaque fois, ça soit plus simple qu'avant et que le TGM augmente. C'est encore mieux. Donc, pour ça, il faut avoir aussi des process pour augmenter le TGM, diversifier votre offre, éventuellement pour aller faire du forfait. Donc là où vous allez plutôt vendre un résultat plutôt que du temps passé et avoir des meilleures conditions de travail à chaque mission. Donc ça, les leviers, ça va être quoi? Ça va être par exemple la création de contenu LinkedIn pour vous créer une crédibilité et aller pricer plus cher auprès des gens parce qu'ils vont vous associer une plus grande expertise avec votre contenu. La formation continue pour devenir toujours un meilleur expert sur votre domaine. Networking, évidemment, surtout chez votre client. Ne négligez pas ça. Vous pouvez surtout aller voir d'autres projets chez votre client actuel pour trouver d'autres missions potentiellement mieux payées avec des meilleures conditions. Et aussi définir une offre, donc comprendre quelles sont les différentes composantes d'une offre pour après aller mixer un peu les deux. Donc comme j'ai dit, faire un peu de régie, un peu de forfait pour aller chercher du 10-15 000 euros par mois. Donc là, vous avez tous les éléments du process pour trouver une mission que j'ai moi-même utilisé pour trouver des missions que j'utilise encore aujourd'hui et qui servent aux gens que j'accompagne pour trouver leur première mission quand ils sont en salarié et qui veulent passer freelance ou même pour ceux qui sont freelance et qui sont un peu en galère pour trouver une mission. Alors, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai pour chaque élément du process comment faire en pratique. Si vous voulez apprendre à mettre en place ces processus-là, vous avez un lien juste en dessous pour réserver un appel gratuitement avec moi. Donc ça va durer 30 minutes. Ça vous engage absolument rien. C'est juste pour que je vous explique en fait comment vous débloquer sur votre situation actuelle, vous faire une roadmap et vous débloquer en fait pour que vous puissiez trouver une mission prochainement. Et si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment j'accompagne d'autres salariés, peut-être comme vous, à trouver une mission en freelance. Donc si ça vous intéresse, allez dans la description. Vous avez le premier lien, ça va être ça. Donc pour réserver un appel. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur analyse du marché, positionnement, entretien, recrutement et tout ce qui va autour. Donc abonnez-vous, mettez un petit like pour la force et je vous dis à la prochaine.